Mais non, les marchés financiers ne sont pas un jeu à somme nulle. Mais bien sûr que si. Si je vends mon action à 50 euros, c'est le mec à qui je l'ai vendu qui me paie, donc si je gagne, c'est parce que lui a perdu. Et inversement, si c'est lui qui gagne, c'est parce que c'est moi qui ai perdu. Ok, alors avant que je me lance dans un debunk en règle, petit instant promo. Et voilà, ça y est, c'est le crypto VPN, c'est sûr. Non, toujours pas. Je refais une petite pub pour les vidéos que j'ai fait sur Osons comprendre. 2 vidéos sur l'inflation et l'immobilier. Est-ce que l'inflation est mal calculée parce que les prix de l'immobilier ne sont pas pris en compte? Sérieux, ils sont pas pris en compte? Ben pas complètement, non. Faudra que tu ailles voir les vidéos. Ouais, sur ton site payant là. Alors oui, c'est payant, mais c'est quand même 2 mois gratuits avec le code promo Eureka. Il faut savoir aussi que vos abonnements à Osons comprendre sont un moyen de soutenir mon travail puisque je touche une petite commission. Je rajoute aussi que je suis moi-même abonné à Osons comprendre et que j'y apprends plein de trucs. Le boulot est super quali, super bien sourcé. Oui, bah voilà, sourcé à la sauce France Insoumise. Ça va, on les connaît les gars d'Osons causer. Franchement, je t'invite à aller voir leur boulot sur Osons comprendre. Ça me semble beaucoup moins politisé, beaucoup moins orienté que ce que tu as pu voir sur leur chaîne YouTube. C'est dû notamment aux sujets qu'ils traitent, qui sont quand même plus techniques, moins liés à l'actualité. Bref, fais comme tu veux, mais moi je t'encourage à aller voir quand même. Ouais. Bon, t'as fini la promo là, on en revient au sujet de la vidéo? Parce que moi à la base, je suis venu pour le debunk. Ok, donc avant que je me lance, c'est quoi pour toi un jeu à somme nulle? Eh ben, c'est facile. On prend un jeu, par exemple le jeu des transactions sur les marchés financiers, on fait la somme des gains et des pertes de tous les joueurs et on constate que, eh ben, ça fait 0. Les gains des uns viennent des pertes des autres. Exactement comme dans l'économie en fait. Soit qu'ils le répètent tout le temps, les dépenses des uns sont les revenus des autres. Bah, l'économie est un jeu à somme nulle. Et bah, les marchés financiers, c'est pareil. Jeu à somme nulle. Les dépenses des uns font les revenus des autres, ça c'est sûr. Sur les marchés financiers comme dans l'économie réelle, le jeu des transactions monétaires est à somme nulle. Un gain monétaire correspond forcément à une perte monétaire, sauf si on a une banque en face. Là, c'est de la création ou de la destruction monétaire. Mais toi, tu parles de gains et de pertes, sans préciser l'aspect monétaire. Or, tous les gains ne sont pas forcément de la monnaie. Et toutes les dépenses ne sont pas des pertes. On peut gagner sans avoir de la monnaie transférée sur son compte. Et on peut dépenser de la monnaie sans enregistrer une perte comptable. Par exemple, si tu possèdes une maison que tu as achetée 100 et qu'on t'informe que le prix de revente de cette maison, d'après les dernières transactions réalisées dans le quartier, est de 150. Est-ce que tu n'as pas fait un gain de 50? Bah évidemment que non. Tant que c'est pas vendu, c'est pas gagné. Sauf si tu vas voir ta banque pour qu'elle te prête les 50 qui correspondent à la prise de valeur de ta maison. Hein? Mais personne fait ça. Bah bien sûr que si. Tu te rappelles pas de cette vidéo? Ah oui. Ah merde. Bon, mais de toute manière, les marchés financiers ne sont pas un jeu à somme nulle parce que mark to market. Mark qui? Mark to market. C'est une norme comptable. Oh non, pas la compta. Eh ben si, la compta, toujours la compta. La compta, c'est une des briques fondamentales de notre monde. Change la manière dont on compte les gains, les pertes et la valeur, et tu changes le monde. Mettons que tu bosses en salle des marchés. Tu as un trader qui vient te voir, il a acheté et vendu des produits financiers différents toute la journée, et il te demande de lui calculer son PNL, Profit and Loss, son chiffre d'affaires de la journée. Comment est-ce que tu t'y prends? J'en sais rien moi. Bah allez, joue un peu le jeu, réfléchis 2 secondes. Ok, bon, il a acheté, vendu plein de produits financiers. Bon, je regarde tout ce qu'il a acheté, ça c'est de la thune qui se barre, donc c'est en négatif. Et puis après, je regarde tout ce qu'il a vendu, ça c'est de la thune qui rentre, donc c'est en positif. Puis après, j'additionne les deux, si c'est négatif, c'est perdant, si c'est positif, c'est gagnant. Donc, selon cette logique, j'achète un appart de 100 mètres carrés en plein Paris pour 6 000 € du mètre carré, alors que le prix normal c'est plutôt 10 000 du mètre. Mauvaise affaire du coup, j'ai perdu de l'argent. Eh ben... c'est pas une mauvaise affaire parce que tu as bien géré si tu peux réussir à revendre l'appart pour 10 000 du mètre, mais tant que c'est pas vendu, c'est quand même pour le moment une perte du montant de l'achat, donc de 600 000. Toi, tu raisonnes en trésorerie en fait. Tu penses qu'un achat est toujours une perte et qu'une vente est toujours un gain. Tu raisonnes comme si seule la monnaie avait de la valeur. Ce qui est étrange parce que le principe de la monnaie, c'est de pouvoir acheter des trucs avec. Les vraies richesses, ce sont les biens et les services dont tu peux profiter. Mais bref, pour un comptable, un achat, c'est un investissement. Toute la question, c'est quelle est la vraie valeur de ce qu'on vient d'acheter? Est-ce qu'on ne l'aurait pas acheté trop cher? Et une vente, au contraire, c'est un désinvestissement. Et donc, le même genre de question se pose. Est-ce qu'on l'a pas vendu trop bon marché? Bah oui, mais quand on vient d'acheter un truc,
tant qu'on l'a pas vendu, on peut pas savoir si on a fait une bonne affaire. Et quand on vient de vendre un truc, on peut pas savoir non plus si on a bien vendu tant que l'acheteur n'a pas lui-même vendu. Enfin, tu vois quoi, la valeur, ça dépend du prix, et le prix, c'est vachement incertain. Donc moi, voilà, je suis conservateur. Pour moi, la seule vraie chose qui a de la valeur, bah, c'est la thune. Donc si ton trader a passé sa journée à acheter des produits financiers, pour toi, il a passé sa journée à accumuler des pertes. En attendant de voir à combien il va vendre, ouais. Donc on envoie un mail aux actionnaires de la banque qui emploie le trader en disant que l'entreprise vient de faire une perte de plusieurs centaines de millions d'euros parce qu'un employé a acheté des produits financiers au lieu d'en vendre. Et puis on met ça dans le rapport financier de la boîte aussi. A passé son année à investir, n'a donc enregistré que des pertes, sera bientôt en faillite. Bon, ok, c'est bon, pas la peine d'enfoncer le clou. C'est quoi la bonne réponse du coup? Ah mais attention, là il n'y a pas de bonne réponse. On s'interroge sur un truc complètement arbitraire ici. On ne fait pas des maths. On se demande si la norme comptable que tu viens de définir est une bonne norme. Est-ce que c'est en faisant la différence entre la monnaie qui rentre et la monnaie qui sort qu'il faut compter les revenus d'activité d'une entreprise? Il y a des avantages et des inconvénients à cette méthode. L'avantage, c'est que comme tu l'as dit, on ne risque pas de donner une valeur incertaine à des produits financiers, ou à n'importe quoi d'autre d'ailleurs, dont on ne connaît pas le prix de revente. Le problème de cette norme, c'est que du coup, n'importe quel achat, donc n'importe quel investissement, est une perte par définition. Mais il doit bien y avoir quand même une bonne réponse, non? Il y a une réponse qui correspond à la norme en vigueur en ce moment, ça oui, mais est-ce que cette norme est bonne? On peut et même on doit en débattre. Ok, alors, c'est quoi la norme en vigueur? C'est le mark to market. Je vais prendre un autre exemple avant de t'en parler. Prenons une entreprise qui fabrique quelque chose. Elle commence par emprunter 100 par exemple. Avec ça, elle paie des salaires, elle achète des matières premières et de l'énergie. Elle fabrique un produit et elle le vend pour 150. Ici, on peut appliquer ta méthode. Les dépenses sont comptées en négatif, moins 100. Les revenus sont comptés en positif, plus 150. On pourrait d'ailleurs remplacer le produit fabriqué par l'entreprise par un service vendu à un client. Ce serait la même chose, ta méthode fonctionnerait. Oui, voilà, moi tu vois, c'est ça que j'avais en tête. Et c'est tout à fait logique. Mais maintenant, considère une entreprise financière. Son rôle, c'est de placer ton épargne. Tu lui confies ta monnaie, elle achète des produits financiers avec. Tu vas pas la punir pour dépenser ta monnaie. Non, oui, forcément. Donc, comment est-ce que tu vas évaluer le service rendu par cette entreprise? Quand je voudrais récupérer mon argent, la boîte devra vendre les produits financiers, et si jamais je récupère plus que ce que j'ai mis au début, là, je saurais qu'on m'a bien rendu un service. Et je connaîtrai la valeur du service. Ok, donc si tu retires ton argent 15 ans plus tard, on attend 15 ans avant de connaître la valeur du service. On attend 15 ans avant de déclarer si l'entreprise a fait des bénéfices ou non. Ouais, je reconnais que c'est pas idéal, mais pourquoi pas? On n'est pas obligé non plus de se demander toutes les 3 secondes si une boîte fait des bénéfices ou pas. L'investissement, c'est un métier de long terme. Il faut attendre de voir si les entreprises financées se développent ou pas. Donc ça ne me choque pas qu'on sache que dans longtemps si l'investissement a payé ou pas. Tout à fait. Ce que tu dis est parfaitement sensé. Certaines entreprises, certaines activités, particulièrement les activités financières, qui sont là pour aider au développement des économies, devraient être construites sur une vision de long terme. Et leur comptabilité devrait refléter ça. Mais le monde, pour des tas de raisons historiques, idéologiques, légales et autres, n'est pas câblé comme ça. Une entreprise, quelle que soit son activité, doit déclarer ses bénéfices et ses pertes tous les ans au minimum, tous les quarters même, donc tous les trimestres. La comptabilité nationale, l'évaluation du PIB, tout ça, ça se fait tous les 3 mois. C'est peut-être une bêtise, on pourrait essayer de changer ça, mais en attendant, c'est comme ça que c'est foutu pour le moment. On vit pas dans un monde patient, bien au contraire, c'est l'impatience qui domine tout. On veut connaître la valeur de tout de suite. Donc, face à l'impératif de donner des résultats coûte que coûte, les financiers n'attendent pas de vendre leur stock de produits financiers avant de lui donner une valeur. Et pour ce faire, la méthode qu'on a choisi d'utiliser, c'est simplement la valeur de marché des produits financiers. Pour reprendre l'exemple que je te donnais juste avant, pour un trader, son chiffre d'affaires se calcule en faisant stock à la fin de la journée fois valeur de ce stock, moins stock au début de la journée fois valeur de ce stock. Et la valeur du stock est donnée par la dernière transaction réalisée. Donc concrètement, mettons que le trader avait 50 € en cash et une action Veolia qui, lors de la dernière transaction de la veille, s'est échangée à 30 €. Ce qui signifie, d'après la règle du mark to market, que la valeur de l'action Veolia est de 30 €. Valeur totale de ce que possède le trader au début de la journée, 80 €.
Il a acheté dans l'après-midi avec ses 50 € une action totale qui vaut ce soir 55. Pareil, cette valeur est donnée par le prix de la dernière transaction de la journée. L'action Veolia a été conservée et sa valeur à la clôture est de 32. Et bien 87 moins 80, le chiffre d'affaires du trader, son PNL, est de 7 €. Le trader a gagné 7 €. Mais en réalité, le trader n'a pas 7 € de plus dans la poche. Il a démarré avec une action et 50 € et il a terminé avec 2 actions. Mais malgré tout, le trader a fait un gain de 7 €. Il a fait grimper le PIB de 7 €. Quel rapport avec le PIB? Le PIB, c'est la somme des salaires perçus par les travailleurs et des bénéfices enregistrés par les entreprises. Or, les 7 € correspondent ici à, disons, 3 € de salaire, faudra bien payer le trader, et à 4 € de bénéfices pour les actionnaires. Donc voilà, salaire plus bénéfice égale PIB. Et il n'y a pas aussi des taxes là-dedans? Oui, mais les taxes servent à payer les salaires des fonctionnaires ou à acheter des biens et des services qui permettent aux entreprises qui les produisent de payer des salaires ou de faire des bénéfices. Donc oui, on pourrait dire, je sais pas moi, 3 € de taxes qui serviront à payer des salaires et à faire des bénéfices. Mais du coup, c'est pareil, au final, ça reste du PIB. Mais, donc c'est du PIB qui correspond à quoi? Je veux dire, les 7 € du trader, là, ils correspondent à quoi dans la réalité? Qu'est-ce qu'on a fabriqué? Qu'est-ce qu'on a ajouté dans l'économie? Eh ben c'est tout le problème. À quoi correspondent les 7 €? Dans mon exemple, ils sont le reflet de la prise de valeur des actions Veolia et Total. Mais à quoi correspond cette prise de valeur? Concrètement, dans le monde physique, ça correspond à rien. C'est une prise de valeur conceptuelle. On imagine que dans le futur, Veolia et Total produiront, peut-être, les vraies richesses qui correspondent aux 7 € qu'on vient de mettre dans le PIB. Ah ouais. Je vais te donner un autre exemple pour que tu visualises mieux les choses, et aussi pour qu'on revienne sur cette histoire de jeu à somme nulle. 100 investisseurs achètent pour 50 € l'unité les 100 actions émises par une entreprise lambda. Lambda récupère 5000 € qu'elle peut dépenser comme elle le souhaite. On a financé une entreprise. Et les 100 investisseurs sont propriétaires d'actions dont la dernière valeur connue est 50 €. Arrive un 101e investisseur qui fait savoir via un site de petites annonces de produits financiers en ligne qui s'appelle une bourse, un stock exchange, qu'il est acheteur d'une action lambda à 55 € l'unité. L'un des 100 investisseurs répond à la petite annonce. L'action lambda est échangée contre 55 €. Quelle est la valeur des actions lambda? J'imagine que tu vas me dire que c'est plus 50 € mais 55 €. Pas vraiment en fait. La réponse c'est on ne sait pas quelle est la valeur d'une action lambda. Tout ce qu'on sait, c'est que la dernière valeur connue, c'est 55 € et que celle qui était connue avant ça, c'était 50 €. Mais la valeur actuelle, celle qui compterait si un investisseur voulait vendre son action, celle-là, cette valeur-là, elle est inconnue. Ouais, c'est ce qu'on a vu juste avant en fait. La valeur des actions est approximée par le biais de la dernière transaction, par la dernière valeur connue. Mais ça ne veut pas dire qu'on connaît la valeur actuelle. Et ouais, en fait, on retombe sur ce que je disais avant. Tant que c'est pas vendu, on connaît pas la valeur du truc. Et c'est pareil pour l'immobilier. C'est pas parce que ton voisin a vendu son appartement à 5000 € du mètre carré que tu vas pouvoir faire pareil. Mais du coup, il y a quand même des chances pour que le prochain prix de vente soit proche de la dernière transaction, non? Oui, s'il y a de la demande, s'il n'y a pas de crise, si on est sur un marché qui n'est pas trop volatile. Bon, mais maintenant, nouvelle question. Est-ce que tu peux me calculer le PNL de tous les traders là, les 101 investisseurs? Est-ce que tu peux me calculer leur chiffre d'affaires? Ok. Alors, il y a celui qui a mis 55 € contre une action qu'en vaut 55, donc lui, il a rien gagné ni rien perdu, c'est ça? Ouais, jusque-là, c'est tout bon. Ok. Ensuite, il y a celui qui a acheté 50 et vendu 55. Lui, il a gagné 5. Tu vois que même là, on n'est pas du tout dans un jeu à somme nulle. Celui qui a gagné 5 € en vraie monnaie n'a pas fait perdre 5 € à celui qui lui a vendu l'action. Ah ouais, c'est vrai. Bon, et alors maintenant, le coup de grâce. Combien ont gagné les 99 autres traders? Eux, ils ont mis 50 pour une action qui vaut... Non, dont la dernière valeur connue est 55, et donc, d'après la norme comptable en vigueur, ils ont tous gagné 5. Et voilà. Parce que 2 financiers se sont mis d'accord pour échanger une action lambda à 55 € l'unité, 100 financiers ont gagné 5 € chacun, soit un bénéfice total de 500 €. 55 de monnaie qui change de main pour un bénéfice total de 500 €. Et avec personne qui ne réalise de perte. Pas du tout un jeu à somme nulle. Les 500 € de bénéfices ont été créés par l'application d'une norme comptable. Et cette norme, c'est celle du mark to market, le fait de valoriser son stock à la dernière valeur connue, au prix de la dernière transaction. Et il faut bien comprendre que cette norme est totalement arbitraire.
On pourrait choisir par exemple de valoriser les stocks de produits financiers au prix d'achat. Tant qu'on ne vend pas, on garde comme valeur le prix d'achat. Ou on pourrait choisir une valeur qui correspond à la moyenne des prix des dernières transactions pondérées par les quantités échangées. On pourrait faire aussi dernière valeur connue moins X%, avec un X qui dépend de la volatilité du cours par exemple, donc de son agitation. Plus ça bouge vite, plus on enlève des pourcents. Bref, on pourrait imaginer d'innombrables méthodes différentes pour valoriser les stocks de produits financiers et immobiliers. Mais comme on vit dans un monde idéologisé à la sauce économie de marché, dans lequel l'efficience des marchés est perçue comme un fait scientifiquement prouvé, ce qui est complètement faux, on a déjà une vidéo sur le sujet, eh bien on suppose que le prix de marché, c'est-à-dire le prix de la dernière transaction, est la meilleure méthode. Et du coup, on se retrouve avec de la spéculation dans le PIB. Parce que les 500 balles de l'exemple, là, ils finissent dans le PIB, non? Alors oui, en partie. Si les 100 investisseurs sont bien des entreprises qui doivent produire un bilan comptable, et dans la réalité, en fait, la grande majorité des acteurs des marchés financiers sont des entreprises, alors oui, ça finit dans le PIB du pays dans lequel les entreprises financières sont répertoriées. Après, il faut aussi tenir compte des stratégies de couverture, de hedge, utilisées par les financiers qui minimisent les gains comme les pertes. Plus d'infos dans ces vidéos. Mais il faut aussi voir que le mark-to-market, s'il permet au PIB d'être gonflé à la sauce spéculative, précipite aussi les crises financières. Parce que ça marche dans les deux sens, forcément. Si l'action s'échange à 55 €, alors il y a 500 € de bénéfices qui apparaissent. Mais si elle s'échange à 45 €, alors ce sont 500 € de pertes qui apparaissent. Ah, mais oui, ok, d'où la panique générale quand ça baisse. Et oui, l'effet multiplicateur du mark-to-market fonctionne dans les deux sens. Les marchés financiers ne sont un jeu à somme nulle, ni à la hausse, ni à la baisse. Mais alors attends, une dernière question quand même. T'as dit que les 500 étaient dans le PIB, donc ces 500, ce sont des salaires et des bénéfices. Ouais, c'est ça. Mais alors, là, c'est bien de la vraie monnaie qui doit circuler. Je veux dire, pour payer des salaires aux travailleurs ou des dividendes aux actionnaires, il faut bien qu'il y ait des vraies thunes. Ok, donc premièrement, tous les bénéfices ne deviennent pas des dividendes, ça peut devenir de l'investissement. Investissement productif, on développe l'activité de l'entreprise, ou investissement spéculatif, on achète des produits financiers. C'est ce qu'on a développé dans la vidéo sur le shadow banking. Même la trésorerie des entreprises devient des produits financiers. Mais oui, dans tous les cas, il va falloir passer par de la monnaie. Et là, pour savoir comment on convertit de la valeur comptable en de la monnaie sonnante et trébuchante, eh ben, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Mais pour répondre rapidement à ta question, c'est le même principe que ce que je te disais en début de vidéo. Ta maison achetée 100 semble valoir, d'après les dernières transactions dans le quartier, mark-to-market, 150. Tu vas voir la banque pour qu'elle te prête les 50 qui correspondent à la prise de valeur de ta maison. En France, ta banque refuserait probablement. Aux États-Unis, pas sûr, ça pourrait marcher. C'est en partie comme ça que la crise des subprimes s'est développée. Si tu es très riche et que tu possèdes plein de maisons et d'actifs financiers, quel que soit le pays, ta banque accepterait. Si tu es une entreprise financière avec plein de biens immobiliers ou plein de produits financiers ayant pris de la valeur, pareil, ta banque accepterait. C'est la planche à billets qui permet donc de monétiser la valeur comptable. Du moment que tu es une entreprise financière ou quelqu'un de déjà suffisamment riche, alors un bilan comptable montrant, grâce à la règle du mark-to-market, des bénéfices comptables permet d'obtenir un crédit, création monétaire, pour ensuite pouvoir te payer ce que tu veux. La planche à billets permet de transformer des gains comptables, des gains spéculatifs, en un combo monnaie-dette. Ah ouais, ça fait peur quand tu l'expliques comme ça quand même. Mais en fait, c'est toujours la même mayonnaise. La monnaie est créée avec de la dette là où on pense qu'il y aura moyen de récupérer plus de monnaie dans le futur. À ce jeu-là, on peut créer la monnaie pour fabriquer des vraies choses utiles qui, on l'espère, trouveront des acheteurs ou permettront de toucher plus d'impôts à l'avenir, ou on peut créer la monnaie pour faire gonfler des prix qui, on l'espère, continueront de gonfler. Économie réelle d'un côté, spéculation de l'autre. Et évidemment, ceux qui sont déjà riches auront beaucoup plus de facilité à convaincre les banques de créer la monnaie pour eux, tandis que ceux qui en ont le plus besoin auront beaucoup plus de mal. C'est le paradoxe de cette histoire de rendement-risque qui fait loi en finance. Tu t'en sors bien, tu es déjà riche et puissant, donc tu n'es pas risqué, donc je te prête sans problème à un taux très bas. On aide ceux qui n'en ont pas vraiment besoin à devenir encore plus riches et encore plus puissants. Par contre, tu ne t'en sors pas, tu n'es ni riche ni puissant, donc tu es risqué, donc je te prête pas, ou à la limite, je te prête mais alors à un taux exorbitant qui te mettra encore plus dans le caca.
On n'aide pas, voire même on enfonce ceux qui en ont le plus besoin. Et après on se demande pourquoi il y a des inégalités qui se renforcent. En tout cas, non, les marchés financiers, à cause de la règle du mark-to-market, une règle totalement arbitraire, idéologiquement construite sur un mythe, presque une religion en fait, celle des marchés efficients, ne sont pas un jeu à somme nulle.